Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, donc vidéo qui aurait dû sortir un peu plus tôt. Voilà, vidéo sur le film Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Voilà, qui est un film voilà, que j'attendais le plus cette année, que j'ai vu deux fois, puisque je l'ai vu une fois il y a à peu près une semaine et demie, au moment où la vidéo sortira. Et je vais faire une vidéo par la suite, et puis bah, j'ai pas eu le temps avec le boulot, avec d'autres vidéos à faire, du montage et tout. Et du coup, ben, j'avais un peu oublié certaines choses qui s'y passaient. Du coup, j'ai décidé de remater le film une deuxième fois hier au moment où j'enregistre. Normalement, quand la vidéo sortira, c'était il y a deux-trois jours. Voilà, qui est quand même de l'espacement entre l'épisode 5 de Secret Invasion et cette vidéo-là, quoi, que les deux sortent pas côte à côte. Mais voilà, en tout cas, vous allez enfin avoir mon avis sur Mission Impossible Dead Reckoning. On commence avec le premier mauvais point, sans spoil, puisque comme d'habitude il y a une partie non spoil, une partie spoil. Donc on commence avec les mauvais points, ensuite les bons points, comme d'habitude, pour finir sur une note positive. Donc le premier mauvais point qui ne spoil pas, c'est le travail du son qui est assez bizarre. Et quand je dis qu'il est bizarre, c'est qu'il est traité. Alors, quand je dis le son, je parle pas de la musique et tout ça. Je parle en fait des voix des acteurs et des actrices. Le truc, c'est que quand vous regardez tout le casting, sauf un personnage, le personnage de Paris, joué par Pomme Clémentieff, vous ressentez que tout, sauf elle, c'est du doublage. Ça se ressent à 100% que c'est du doublage. Et c'est pas un problème, c'est normal qu'il y ait du doublage. C'est comment dire, c'est des Américains, faut bien une version française pour les Français qui ne maîtrisent pas l'anglais. Mais le problème, c'est que dedans, eh ben, on a Clémentieff, qui est une actrice française. Et c'est pas un problème qu'elle soit française, au contraire, moi je suis hyper content de voir une actrice française dans un projet aussi gros. Bon, faut pas oublier que Pomme Clémentieff, c'est elle qui joue Mantis dans le MCU depuis déjà quelques années. Mais là, elle joue sous son vrai visage et ça change un petit peu. Surtout que le personnage de Mantis, honnêtement, j'aime pas trop. Alors que le personnage de Clémentieff, il est pas hyper bien développé, mais il est vraiment très très cool. Parce que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'elle a joué en Mantis. Bref, ça n'empêche pas qu'au niveau du son, on sent que Clémentieff a fait son propre doublage. Dans le sens où vraiment vous écoutez le film, vous écoutez les voix, il y a vraiment une très grosse différence entre la façon dont est enregistré les voix des acteurs de doublage et la voix du personnage de Clémentieff. Franchement, si vous re-regardez ce film prochainement au cinéma, ou si vous l'avez pas encore vu, que vous allez le voir, euh, ou même que voilà, une fois qu'il sera sorti en VOD ou des choses comme ça, vous le regardiez, vous verrez qu'il y a une très grosse différence de son entre le personnage de Paris et tous les autres. Alors, quand je mets que c'est un mauvais point, c'est juste parce que bah, ça se sent, c'est un peu bizarre quand elle parle, parce que t'as l'impression qu'elle vient d'un autre monde, elle a une voix
un peu bizarre, le micro avec lequel elle parle, tu sens que c'est un truc un peu différent des voix des autres. Enfin bref, c'est particulier. Je sais pas si d'autres auront ressenti la même chose que moi, mais moi je le sens parce que j'ai tellement regardé de films, que ce soit français ou américain, qu'en fait, juste au son, t'as même pas besoin de regarder l'affiche du film ou quoi que ce soit, tu écoutes les voix, tu peux à peu près savoir directement si le film c'est un film américain doublé en français ou vraiment un film français. Il y a vraiment une très grosse différence dans la façon d'enregistrer le son. Et ensuite, dans les films, hein, les voix sont clairement pas diffusées de la même manière. Et là, en fait, c'est comme si on vous mettait, genre vraiment, des passages d'une voix, enfin, d'un film français dans un truc américain, et ça fait c'est très bizarre. C'est pas non plus dérangeant, ça permet pas de, d'être dérangé par le film, hein. Comme je l'ai dit, moi, le perso de Clémentieff, j'ai trouvé vraiment très cool. En plus, elle parle pas beaucoup, donc c'est pas non plus hyper grave. Mais j'avoue que ça m'a marqué dès la première fois où j'ai été au cinéma, ça m'a marqué. La deuxième fois, bah, j'ai fait un peu plus attention et là, bah oui, je me suis dit, il y a vraiment un truc dans l'enregistrement de la voix de Clémentieff qui est un peu bizarre. Ensuite, j'ai envie de dire qu'on a un film un peu longué. Alors c'est un peu bizarre parce que en fait, on ressent les longueurs dans le film alors que il y a quand même pas mal de scènes d'action. Je veux dire, le film il commence où on a, bon, c'est pas vraiment une scène d'action, mais une scène de tension. On avance un petit peu, comme dans chaque épisode de Mission Impossible, Tom Cruise reçoit sa mission. Ensuite, on a une petite scène d'action. Ensuite, on avance un petit peu, on développe un peu, voilà, la mission de Tom Cruise. Bam, une autre scène, alors plus de tension, de plus ou moins poursuite, entre guillemets. Ensuite, pareil, on avance encore un petit peu avec une petite scène et boum, à nouveau, une scène d'action. Ensuite, un tout petit moment de libre, enfin de pause, boum, une grosse scène d'action. Et ensuite, à nouveau, une petite scène de pause et la scène d'action finale. Ce qui veut dire que, en fait, on a pas mal de petites scènes d'action, pas mal de petits temps de pause, notamment pour faire avancer le récit et l'objectif, voilà, de mieux comprendre petit à petit l'objectif de Ethan Hunt et de son équipe. Mais pourtant, bah, je sais pas pourquoi, mais par moments, je sentais le film un peu long. Alors je le regarderai toujours avec un grand plaisir parce que, on en parlera dans les bons points juste après, il y a l'ajout d'un personnage qui est absolument génial dans ce film, bien que parfois un peu chiant, mais bon. Euh, le truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais des fois, je ressentais des longueurs sur certains temps de pause. Alors, je sais pas si c'est dû au deuxième visionnage, parce qu'au premier visionnage, j'ai moins ressenti ça. Je l'ai un peu ressenti, mais je l'ai moins ressenti. Ou est-ce que c'est parce que ben, les films trop longs, bah, j'ai de plus en plus de mal à m'y habituer. Je prends l'exemple de Spider-Man Across the Spider-Verse. J'en ai fait une petite éloge, malgré ses quelques défauts, j'en ai pas fait une éloge. Je surkiffe ce film de Spider-Man, c'est peut-être un des films que j'ai préféré de 2023. Et pourtant, quand j'en suis sorti du premier visionnage, je me suis dit, putain, c'est long. Je me suis dit, il y a des scènes qui peuvent être enlevées, il y a des trucs, enfin, il n'y a pas besoin d'autant de choses. Et là, c'est un peu pareil avec ce Mission Impossible, c'est qu'en vrai, tu as des scènes, tu peux les enlever, ça n'enlève rien au récit qui est raconté. Donc, c'est un peu dommage que voilà, les studios cherchent juste à faire des films très longs pour faire des films très longs. Et pas forcément pour toujours raconter quelque chose, que ce soit Spider-Man, Cross the Spider-Verse ou même ce film-là, tu enlèves certaines scènes, ça te change rien au récit. Ça te change rien au récit. Donc, honnêtement, des fois, je préférais des films un peu plus courts, mais au moins où tout sert le scénario et que c'est pas juste hop là, on est là pour vous faire plaisir. Alors, c'est très cool qu'ils tentent de nous faire plaisir. Mais ben moi honnêtement je sais pas pourquoi mais plus ça va, plus les films qui sont longs comme ça avec des passages qui ne sont pas forcément là pour desservir le récit, et bah ça a tendance à me fatiguer un peu. Alors, ça veut pas dire, encore une fois, que je vais pas prendre de plaisir pendant le film, parce que ce film, je l'ai adoré. Pour moi, parmi les 7 Missions Impossibles, il fait sûrement partie de ceux que je préfère, hein. Franchement, je le reverrai. Bon, peut-être pas une troisième fois au cinéma quand même, mais je le reverrai avec grand plaisir quand il sortira en DVD ou VOD, n'importe quoi.
parce que je l'ai trouvé vraiment très très cool. Après, mon préféré, ça restera le 6 parce que le 6, je le trouve vraiment excellent. Mais, euh, mais celui-ci, je le trouve dans le top du top. Pour moi, oula, ma voix est partie en couille. Mais pour moi, entre le 5, 6, enfin plutôt le 6, 7, le 5 est pas trop mal aussi, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Le 1, il est excellent. Après, c'est plutôt le 2, 3, 4. Bon, le 4, pour moi, c'est vraiment le pire, hein. Le 2, 3, ça passe. Ouais, je trouve quand même, ouais, du coup, que ce dernier film est pour moi dans le top 3 des meilleures missions impossibles. Et pourtant, bah, je ressens ces longueurs par moment, et je pense que le fait d'avoir vu le fait que là ce soit sur mon deuxième visionnage, j'ai peut-être un peu plus ressenti parce que, ben, comme je disais, certaines scènes ne sont pas forcément utiles et peuvent être enlevées bah, du film tout simplement. Le point suivant est sur le personnage de Grace, Grace qui est interprétée par Hayley Atwell, donc qui jouait l'agent Carter dans Captain America, donc qui est celle dont il est tombé amoureux lors de la Seconde Guerre mondiale, et puis qu'après, bah, lui il a été glacé et elle a vieilli. Et je crois qu'il y a même une série télé à Agent Carter que je n'ai pas vue, avec toujours Hayley Atwell dans le rôle principal. Et après, dans What If, ouais, elle a apparu dans What If sur un épisode, et également dans Doctor Strange où elle joue bah, justement son personnage qu'il y avait dans What If. Bref, donc voilà, petite actrice du MCU. Même si elle a sûrement fait plein d'autres choses à côté, hein, voilà. Mais moi je la connais que du MCU. Et c'est vrai que son personnage est parfois un peu chiant. Alors déjà son personnage fait une Reddit avec le perso, je crois que c'était l'actrice, c'était Tandy Newton, un truc comme ça, dans Mission Impossible 2 ou 3, où en gros Ethan Hunt doit faire équipe avec une voleuse qui était en couple avec ouais, c'est Mission Impossible 2, avec du coup un criminel, enfin avec un ancien agent voilà, qui a basculé, et du coup il doit faire équipe avec elle pour pouvoir vaincre ce méchant. Là, on a quand même un aspect un peu différent parce que Grace n'est pas liée au méchant de base, c'est juste une voleuse à qui on a donné une mission pour se racheter. Mais il y a quand même ce côté un peu comme on avait au début de Mission Impossible 2, du chat et de la souris en mode vas-y, écoute-moi, je suis là pour t'aider, puis l'autre qui écoute pas, non, machin, et puis il faut attendre vraiment une grosse scène de danger pour que ça dise ah oui, bah finalement j'ai besoin de ton aide. Là, c'est un peu pareil. Sauf que ce jeu du chat et de la souris dure hyper longtemps et dure sur quasiment les trois quarts du film. Et il y a des moments, t'as juste envie de choper Grace et de la claquer, quoi. Au bout d'un moment, t'as envie de lui dire écoute ce qu'on te dit, bordel, et prends conscience du danger qu'il y a autour de toi. Parce que vraiment, le film il dure presque 3 heures. Voilà, je crois qu'il dure 2h30, 2h40. Et elle prend peut-être conscience du danger qu'au bout de 2 heures du film. Tu te dis au bout d'un moment, c'est long de juste les voir jouer au chat et la souris pendant quasiment tout le film. Après, c'est sympa parce que l'actrice est excellente et tout, mais au bout d'un moment, t'as envie de dire, faites ça, raccourcissez le truc. Déjà, qu'on a l'impression d'avoir une Reddit de Mission Impossible 2 sur certains aspects du personnage. Alors, si en plus vous faites durer ça hyper longtemps, c'est un peu chiant. Et le dernier point négatif, sans spoil, c'est le fait que l'épisode soit coupé en deux. Alors ça, tout le monde le savait déjà, hein. En même temps le film s'appelle Dead Reckoning partie 1, mais j'avoue que je suis pas hyper fan des films coupés en deux. Moi j'aime bien quand on a notre histoire de base normale, et qu'ensuite voilà, on passe à autre chose dans les suites et tout ça, en continuant de développer les personnages. Les films coupés en deux, je trouve ça un peu dommage parce que t'es à fond dans l'histoire et puis hop, d'un coup on te coupe pour te dire bah faut que t'attendes 2 3 ans avant d'avoir la suite. Même si je trouve que euh, en ce qui concerne Mission Impossible 7, je trouve que la coupure est plutôt pas mal. Franchement, elle est pas mal dans le sens où, par exemple, dans Spider-Man Across the Spider-Verse, la coupe est quasiment sur une scène de tension et tout, et tu te dis pourquoi ils ont coupé là. Genre vraiment, quand Spider-Man Across the Spider-Verse s'arrête, là tu veux tout de suite savoir la suite, tu veux savoir ce qui se passe.
il va falloir attendre sûrement 2-3 ans, voire peut-être plus longtemps, parce qu'on a quand même attendu presque 5 ans pour avoir ce deuxième film. En attendant, il y a la qualité, donc c'est pas très grave d'attendre 5 ans. Bah, imaginez là, s'il faut attendre 5 ans pour voir la suite de ce qui se passe à la fin de Spider-Man, c'est chaud d'attendre aussi longtemps, alors qu'on nous coupe à un des pires moments, comme Peter Jackson avait fait avec le Hobbit 2, en coupant sur Smaug qui part vers Lackville. C'est criminel de faire ce genre de choses. Mais ici, l'épisode coupé en deux, ça fonctionne bien parce que Ethan Hunt à la base a une mission, et en fait, comme dans toutes les missions impossibles, il réussit sa mission, vous en doutez, même si elle n'est pas conclue parce que sa mission est liée à d'autres choses et que forcément, bah, faut régler les autres choses. Et du coup, on a quand même une coupure avec une vraie fin, ce qui veut dire que là, imaginons, je sais pas, euh, le studio se dit allez hop, on ne fait plus la suite de Mission Impossible, ça n'arrivera jamais, mais imaginons que dans un monde imaginaire ça arrive, bah tu te dis on a quand même une fin, on a quand même une fin satisfaisante, où on sait à peu près ce qui se passe pour tout le monde, il n'y a qu'un personnage où on ne sait pas où il est, où est ce qu'il devient, mais on sait à peu près pour tous les autres ce qu'ils deviennent, ce qu'ils vont faire, on a une petite conclusion, et tu te dis bah voilà, on peut se contenter de ça, on peut attendre 2, 3, 4, 5 ans pour avoir la suite, c'est pas très grave parce que ben, quand on re-regardera ce Mission Impossible 7, eh ben, on a quand même une conclusion au film. Ce que je reprochais à Spider-Man Cross the Spider-Verse de couper limite en plein milieu d'une scène, enfin c'est même pas limite, c'est clairement on coupe en plein milieu d'une scène de tension et qui du coup est hyper frustrant. Là c'est moins frustrant mais c'est juste moi qui déteste les épisodes coupés en deux. On va passer donc au point positif sans spoil, et le premier point positif c'est l'ajout de Hayley Atwell. Alors Hayley Atwell qui va être là pour prendre la place d'un personnage principal, puisque bah, on sent qu'on est sur une ambiance de fin, et dans une ambiance où absolument tout le monde peut mourir. Et du coup, Hayley Atwell vient un peu se positionner comme l'un des nouveaux persos principaux. Et le personnage est vraiment très bien. Alors, à part ce côté du au jeu au chat et la souris, au jeu du chat et de la souris pendant quasiment tout le film, mais en même temps, le perso est vraiment cool. On sent qu'il s'est passé des choses graves dans son passé, qu'elle n'arrive pas à faire confiance aux gens, et que ben voilà, c'est qu'en arrivant euh, à un point d'être vraiment en danger de mort qu'elle va comprendre que voilà, elle a besoin d'Ethan Hunt et de son équipe pour se sentir bien. Et cette scène où Ethan Hunt lui parle vraiment à cœur ouvert et puis que tu la vois limite en train de pleurer, c'est là que tu comprends qu'effectivement sa vie n'a jamais été simple, que là elle se sent enfin inclue dans quelque chose et donc bah, qu'elle peut enfin faire confiance. Chose que, voilà, on n'avait pas. Enfin, c'est comme je disais avant, le personnage ressemble beaucoup à celui de Tandy Newton dans Mission Impossible 2, mais en même temps, tout n'est pas identique, hein, il y a quand même des différences, et en même temps, bah, Hayley Atwell, elle joue hyper bien, franchement, j'aime beaucoup son jeu d'actrice dans le film, il est vraiment très 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 bon, et en plus, il y a quasiment rien à redire parce que les seuls défauts qu'il y a du personnage, bah, c'est des défauts d'écriture et non des défauts venant de l'actrice en lui-même, enfin en elle-même. Parce que voilà, on a vu dans Secret Invasion, j'ai beaucoup critiqué Emilia Clarke qui joue hyper mal parce que vraiment Emilia Clarke elle sait pas jouer, hein, c'est vraiment mauvais quand elle joue, elle a zéro émotion. Alors que là, avec Hayley Atwell, c'est incroyable. Le seul problème, c'est l'écriture du personnage qui pêche un peu parfois, mais à part ça, c'est plutôt intéressant. Le second point positif, c'est la scène de l'aéroport. Donc il y a une scène dans l'aéroport où Ethan Hunt doit récupérer quelque chose. En même temps, il rencontre Grace et c'est plutôt intéressant leur rencontre. Et en même temps, on a la CIA qui veut stopper Ethan Hunt. Donc il se passe plein de choses en même temps. On a Benji qui découvre qu'il y a une bombe dans l'aéroport. Et ce que j'aime beaucoup avec cette bombe, c'est que c'est une bombe un peu spéciale, puisque c'est une sorte de codex. Il faut réussir à remplir un code avec des lettres et tout.
et des symboles pour réussir à le déjouer. J'ai trouvé ça très bien. Il y a énormément de tension dans la scène. En fait, plus tu avances, plus tout se resserre, mais sur absolument tout le monde. Tu sens vraiment le danger qui est palpable et tout. Et franchement, cette scène, elle est géniale. Voilà, donc je rentre pas trop dans les détails, mais on sent que tout le monde est vraiment, vraiment en danger de mort. Et c'est absolument génial, même si certains pourraient peut-être critiquer la finalité de la scène, mais moi je l'ai trouvé incroyable parce que ben, ça fait écho à une chose qu'un personnage disait beaucoup plus tôt, euh, parce que c'est clairement un avertissement de ce qui peut tomber sur la gueule de n'importe qui durant le film, et franchement ça marche hyper bien, cette scène elle est incroyable. Moi c'est peut-être une de mes scènes préférées du film, parce qu'on ressent vraiment de la tension pendant toute la scène. Et le dernier point positif, qui ne spoil pas, hein, ce sont les cadrages de certaines scènes de course-poursuite que j'ai trouvé vraiment très bons, parce que ça accentue parfois le danger qui va faire, enfin du coup qui poursuit nos héros. Comme vous avez vu dans la bande-annonce, à un moment donné on voit Tom Cruise et Elliot Way dans cette petite voiture jaune. Et il y a des moments, il y a des cadrages où en fait on est en extérieur de la voiture et juste sur Tom Cruise, ce qui fait qu'on ne voit pas la voiture entière, on voit que la partie droite. Et en fait ça permet également d'avoir une partie de la route. Et du coup en ayant cette partie de la route, on voit ce qui se passe derrière. Et tu vois là euh, le personnage de Paris, c'est avec un énorme véhicule hein, qui fait au moins 3 fois la taille de la voiture de Tom Cruise. Et en fait, tu le vois derrière qui se rapproche et tu sens vraiment la tension et tout. Et il y a plein de petits cadrages comme ça qui sont intéressants durant le film. Et celui-ci, c'est vraiment celui que je trouve vraiment génial. Parce que voilà, ça accentue le danger qui se rapproche d'une manière différente que juste poser la caméra à l'intérieur de la voiture et puis de voir la personne par rapport au pare-brise arrière qui se rapproche. Là, on tente des choses différentes et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ensuite, on va passer au mauvais point qui spoil. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé ou que vous en avez rien à faire, voilà, si vous n'avez rien à faire, vous continuez. Si vous voulez pas être spoilé, vous quittez la vidéo maintenant parce que voilà, après le reste va spoiler. Et, euh, et voilà, en tout cas, moi je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma si vous ne l'avez toujours pas vu parce qu'il est vraiment très bon. Sinon, eh ben, pour ceux qui n'ont pas peur d'être spoilés ou qui ont déjà vu le film, on peut passer à la partie spoil. Donc le premier mauvais point, à mes yeux, c'est la... Alors c'est pas la mort en elle-même d'Isla Faust, parce que la scène est très très cool, hein, la scène de combat qu'elle a contre Gabriel est très très cool, mais je n'ai rien ressenti quand elle est morte. Et c'est très con parce que j'aime énormément Rebecca Ferguson, c'est une actrice que j'aime beaucoup, notamment grâce à Mission Impossible 5, hein, qui me l'a fait découvrir. Et j'ai beaucoup aimé cette actrice et son personnage est plutôt sympa. Le problème en fait d'Ayla Faust, c'est que elle est mal développée dans la saga Mission Impossible. Et en fait je crois que c'est ça qui a fait que je n'ai pas été triste pour sa mort. Parce que son développement c'est toujours le même. C'est dans Mission Impossible 5, elle apparaît, elle est d'abord ennemie, et puis j'aide les gentils, machin pour m'en sortir. Et ensuite, dans le 6, c'est je me refous dans la merde, et puis on s'aide pour battre le méchant. Et là, dans le 7, c'est oh bah voilà, je me refous dans la merde, et puis je t'aide à combattre le méchant. Et en fait, bah ça devient saoulant parce que, bah en fait, Ayla Faust, à part que entre deux, bah c'est elle qui est devenue la meuf d'Ethan Hunt, et bah en fait, elle a pas de développement. Elle n'a pas de développement, c'est dans chaque film, elle fait exactement la même chose. Alors quand je dis exactement, c'est dans le sens où bah, c'est ce que dit Kittredge lui-même à Tom Cruise, enfin à Ethan Hunt, c'est voilà, tout ce qu'elle sait faire, elle, c'est se foutre dans la merde, et ensuite vous allez la sauver. C'est toujours ça, et en fait ça c'est chiant, parce que du coup, en fait quand tu regardes de Mission Impossible 5 à 7, bah, en fait le personnage d'Isla Faust, il a toujours le même arc narratif, et du coup, bah, ce qui fait que tu t'y attaches de moins en moins, et que, bah voilà, le fait qu'elle meure, bah c'est plus quelque chose qui apporte de l'émotion. Et c'est très triste, ce perso était beaucoup mieux écrit.
j'aurais chialé. Mais là, malheureusement, même moi, je me suis senti mal de ne rien ressentir parce que j'adore l'actrice. Et bah voilà, le problème d'écriture scénaristique, hein, c'est comme ça. Alors pourtant, sa scène de combat, elle est trop cool. La scène dans le désert, là, elle est trop cool, là, avec son petit cache-œil et son sniper, elle est hyper badass et tout. Mais le traitement du perso est toujours le même, film après film. Et d'un côté, bah, peut-être qu'ils ont bien fait de la tuer, parce que bah, ils allaient nulle part avec. Et c'est triste à dire, parce que voilà, le perso aurait pu être hyper intéressant, mais ils n'ont jamais su vraiment la développer, ce qui est assez dommage. Le prochain point qui spoil, voilà, que je trouve être un mauvais point, c'est les agents de la CIA qui suivent Ethan Hunt. Parce que pendant tout le film, voilà, Ethan Hunt, dès le début, il le dit qu'il va s'opposer à Kittredge, dans le sens où il va faire sa mission, effectivement, de récupérer les clés, mais qu'ensuite, une fois qu'il aura la clé, enfin, oui, les deux parties de clé qui se mixent en une clé, et qu'ensuite, une fois qu'il aura la clé, il ne cherchera pas à dominer le monde ou à permettre à un gouvernement de dominer le monde, mais de détruire l'entité. Tu dis, ok. Du coup, Kittredge décide de lancer des hommes de la CIA, pardon, à la poursuite d'Ethan Hunt afin de l'arrêter. Le problème étant que bah, il y a des personnages qui poursuivent Ethan Hunt pendant tout le film, mais en fait ils sont juste là et ils servent à rien. Ils servent à rien. Honnêtement, vous enlevez ces deux mecs de la CIA, alors peut-être qu'ils auront un truc plus particulier dans la suite, hein, on sent bien, alors je sais pas comment il s'appelle, mais le personnage de l'acteur métissé, on le sent bien basculer du côté d'Ethan Hunt à un moment donné si l'autre continue à rester un petit peu vieux con à absolument juste vouloir arrêter Ethan. Bref. Mais le truc, c'est qu'ils servent à rien. Vous les enlevez du film, ça ne change absolument rien, en vrai. Vous êtes dans l'aéroport. Vous enlevez le mec de la CIA, vous mettez les hommes de Gabriel à la place. Vous faites la même scène de tension et du coup, les mecs de la CIA, vous pouvez les enlever. Vous prenez la scène du train, vous enlevez le mec de la CIA, ça change rien. Vous allez dans la scène de Venise, vous enlevez les mecs de la CIA, ça change rien. Vous allez à la course poursuite à Rome, pareil, vous enlevez les mecs de la CIA, ça change rien. En fait, les mecs, ils apportent rien au film. Ils sont juste là à poursuivre Ethan Hunt, et en plus, c'est même pas ceux qui apportent le plus de danger. Quand ils sont là, tu sens même pas le danger. Ils sont juste là à courir après Ethan Hunt pendant tout le film. Bref, vous les enlevez, ça ne change strictement rien au film. Donc pour moi, c'est pas du tout un bon point. Parce que les persos sont pas développés. Et en plus, c'est que à la toute fin, dans le train, que on essaye un tout petit peu enfin de les développer. Tu dis non, mais c'est dès le début qu'il fallait le faire, ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et le dernier point négatif pour moi, c'est Gabriel qui n'est pas assez développé. Et Gabriel qui est censé être le grand méchant, alors pas forcément le grand méchant parce qu'il est contrôlé par l'entité, mais alors, je le trouve quand même charismatique. Je trouve qu'il a quand même du charisme. Quand on le voit, on sent quand même qu'il y a une dose de danger à travers lui. Mais en même temps, bah, il n'est pas développé, quoi. Alors, on sait qu'il est lié au passé de Ethan Hunt, avant qu'il rejoigne Mission Impossible. On sait qu'il a tué une certaine Marie qui avait l'air d'être très proche d'Ethan Hunt, peut-être la femme d'Ethan Hunt, avant qu'il rejoigne Mission Impossible. Mais à part ça, bah, on le développe pas beaucoup plus que ça. On développe pas son objectif. C'est vrai parce que quand vous regardez Gabriel, on sait pas ce qu'il veut. Parce qu'il fait ce que l'entité lui demande, mais lui, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il compte faire, on sait rien. Il est juste là, en danger de plus, qui veut la clé. Et j'ai trouvé ça très dommage, parce que tu peux pas nous montrer un mec comme ça en disant ça va être lui le grand méchant, et ne rien faire à côté. Alors ça, c'est un peu dommage, parce qu'un bon méchant, il est bon quand il est bien développé. Moi, j'aimais beaucoup Solomon Lane, parce que voilà, on l'a sur deux films, on a de quoi bien le développer, et j'ai trouvé ça très très cool. On va donc passer maintenant au bon point qui spoil, voilà, et on commence par la scène du train qui est vraiment géniale, surtout avec
Grace qui va enfin prendre, pas forcément goût, mais comprendre ce que c'est que faire partie de Mission Impossible en prenant l'apparence de la veuve pour faire une transaction. Toutes les scènes avec Ethan Hunt là dans la montagne qui doit trouver un moyen de monter dans le train et ce moment où il se jette dans le vide avec la moto. Là, t'as plus un bruit. J'ai adoré le fait qu'ils mettent pas de musique ou quoi que ce soit. Vraiment, t'as plus de bruit, t'as que le vent en train de foncer vers le sol et tout. La scène, elle est trop trop bien. Le combat sur le train, c'est plutôt sympa. Bon, on a déjà vu des trucs comme ça, mais ça reste plutôt sympa. Le train qui commence à s'écrouler à la fin, là, wagon par wagon, j'ai trouvé ça trop cool. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je kifferais, genre vraiment dans une attraction, un truc comme ça, m'éclater dans un truc du genre, parce que ça a l'air trop cool à s'amuser là-dedans. Franchement, ouais, la scène du train dans sa globalité, elle est vraiment superbe. Il n'y a pas grand chose à redire dessus. Voilà, il y a eu quelques petites blagues qui ont fait rire un peu le public, notamment entre la relation entre le mec de la CIA qui poursuit Ethan Hunt et Kittredge en mode oui, moi je suis pas là donc vous faites ce que vous avez à faire et foutez-moi la paix. Et après, une fois que tout le monde est en danger et que le mec il revient, il fait mais qu'est-ce qui se passe? L'autre fait ouais, comme vous êtes vraiment pas là, vous n'êtes pas concerné. Allez, hop, et puis il se barre en laissant son patron comme ça. Ça a fait marrer tout le monde. La première fois, ça m'avait fait rigoler aussi. C'était, voilà, il y a des petites touches d'humour dans le film qui sont plutôt sympas. Mais du coup, cette scène du train est plutôt stylée. Franchement, faut le dire, elle est quand même assez stylée. Les scènes d'action à l'intérieur ou sur le train sont plutôt cool. Même si c'est pas non plus ma scène préférée du film. Ensuite, en très bonne scène, on a la scène de Rome. Voilà, donc cette scène où Ethan Hunt va récupérer Grace dans un poste de police. Voilà, et qui va, va s'en débarrasser en mode ouh, le mec qui m'a touché et tout, et c'est un pédophile, enfin pas un pédophile, un harceleur sexuel et tout, ça m'a fait marrer. Fallait bien qu'à un moment donné il fasse un truc de genre hein, dans un film de notre époque. Mais après, tu as toute la course-poursuite en voiture moto au début. Et puis ensuite, il récupère souvent la fameuse petite voiture jaune. Et là aussi, la course-poursuite est assez marrante parce qu'en fait, d'un côté, on a Ethan Hunt qui est hyper doué, qui est bon en tout. Et à côté, on a Grace, qui doit du coup participer à la course-poursuite, mais qui ne sait pas conduire. Ce qui fait que la première fois qu'elle prend la voiture pour fuir Ethan Hunt, elle fonce dans tout ce qu'il y a parce qu'elle sait pas conduire. Le hasard de comment ils sont menottés fait qu'elle doit conduire, mais elle ne sait pas conduire. Enfin bref, il y a des petites scènes qui sont marrantes là autour du rond-point. Alors ça faisait marrer les gens aussi. La première fois, j'ai trouvé ça assez cocasse aussi. Bon, c'est sympa. Mais la scène en général est assez bonne. On ressent vraiment du danger. Ce qui est assez dommage, c'est que le danger, on ne le ressente pas de la CIA, pas de la police, mais uniquement de Paris. Parce que, contrairement à Mission Impossible 6, on ressentait réellement du danger de la police. Là, la police, elle est absolument pas dangereuse. Hein. À aucun moment, on croit que la police va stopper Ethan, contrairement à Mission Impossible 6. Et à aucun moment, on pense que la CIA va également réussir à arrêter Ethan Hunt comme Isla Foss, c'était hyper dangereux dans la course-poursuite dans Mission Impossible 6. Là, il n'y a que Paris qui paraît dangereuse. Et franchement, la course-poursuite à Rome, tout ça, j'ai trouvé vraiment très sympathique. La scène suivante, du coup, c'est celle de Venise, hein, qui est peut-être, en termes d'action, un passage préféré, bien que difficile à lire par moment, et quand je dis à lire, à comprendre un peu ce qui se passe. Et ça devait pas être simple à filmer et jouer en même temps. Parce que la scène de Venise, il y a toute la partie dans le sort de club qui est vraiment très cool, qui est plutôt stylé. Moi j'ai plutôt bien aimé ces scènes-là, où voilà, on place toute la tension, tout le contexte avant la grande scène finale. Voilà, avec Ethan Hunt qui doit faire son choix, la veuve qui doit également faire son choix. Et, et ensuite, on a toute cette scène où Ethan Hunt veut récupérer, enfin veut retrouver Gabriel avant que soit Grace, soit Isla se fassent tuer. Et du coup, bah, on a tout le combat entre Grace et Gabriel, Isla contre Gabriel, qui sont vraiment très très cool.
On a toute la scène entre Ethan contre Paris et un autre gars, on sait même pas c'est qui, vraiment dans une toute petite ruelle, hein, vraiment c'est très serré, mais la scène elle reste hyper cool à voir. Et franchement, j'aime beaucoup la tension qu'il y a dans cette scène. Après, quand tu vois Ethan en train de courir et que tu as le combat contre Isla et Gabriel, et puis que tu as la musique et tout en mode est-ce qu'il va arriver à temps? Et que finalement, bah non, franchement, toute cette scène-là, elle est incroyable. Bah, j'ai beaucoup aimé ce qui se passait à Venise dans le film. Et le dernier point positif, c'est que l'IA est le grand méchant. Alors d'une certaine manière, ça peut également faire office d'un point négatif, puisque ben, en général, dans Mission Impossible, on stoppe un criminel, quelqu'un qui veut, euh, enfin qui est tangible, qui est humain. Ici, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est l'IA le grand méchant, c'est même pas Gabriel. Donc ça fait un truc un peu bizarre, mais en même temps, bah, c'est pas déconnant. Je veux dire, l'IA aujourd'hui est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, notamment avec le chat GPT. Tout le monde a l'air de paniquer. Alors quand je dis tout le monde, j'exagère un peu, hein. Mais souvent sur Internet, je vois des gens en train de paniquer là-dessus. Ça me fait trop rire parce que il n'y a pas à paniquer là-dessus. Pourquoi paniquer sur l'IA? L'IA, c'est un truc internet. Et comme mes profs de codage me le disaient, en fait, une IA, c'est hyper simple à neutraliser. Et à partir du moment où tu lui coupes un accès à Internet, bah, t'as plus d'IA, hein. Bon, alors c'est sûr qu'à d'autres générations, et de plus avoir d'Internet, les gens ils ne sauraient plus quoi faire de leur vie. Mais en attendant, c'est comme ça que tu détruis une IA, hein. Une IA qui devient dangereuse, tu détruis Internet, et puis il n'y a plus d'IA, quoi. Voilà, tu reconstruis quelque chose d'autre à côté, et puis c'est bon, hein, l'IA, elle est morte, hein. Donc, euh, donc ça me fait marrer souvent quand les gens sont là en mode oui, on a peur de l'intelligence artificielle, on a peur de ChatGPT. En attendant, ChatGPT, tu lui coupes Internet, ChatGPT, il n'existe plus, quoi. Donc c'est complètement con, quoi. Bref. Parce que bah, du coup l'IA est totalement dépendante de l'internet et totalement dépendante des machines électroniques. Donc bah, tu lui enlèves tout ça, bah, la machine ne sert plus à rien. Bref. Mais en tout cas, je trouve ça intelligent du coup de surfer sur la vague bah, du coup de cette peur de l'IA pour en créer un grand méchant et donc bah, du coup faire face à ce danger qui est vraiment réel pour énormément de personnes à notre époque. Moi honnêtement, j'ai pas peur de l'IA parce que bah, voilà, c'est juste bah, c'est juste un truc que les gens ils fantasment par rapport aux films, où on a vu tellement de films où l'IA ou des robots contrôlés par des humains se rebeller et tout, que les gens en font des réelles peurs, alors qu'il n'y a pas du tout à avoir peur de ça. Mais en tout cas, dans le film, ça marche bien, l'entité est vraiment puissante, et vraiment menaçante. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a également des sentiments dans le sens où elle a peur que Ethan Hunt puisse réussir sa mission et l'emporter, ce qui fait que l'IA n'est pas qu'une machine de guerre, elle a également conscience de ce qui se passe, de ce qui peut se passer, et du coup elle agit en conséquence, et je trouve ça hyper intéressant. Et l'IA n'a pas choisi Gabriel comme second pour rien, elle sait que c'est le plus gros cauchemar d'Ethan Hunt. Donc l'IA est vraiment hyper intelligente, hyper cool. Voilà, bon. Après, c'est juste dommage que, entre guillemets, le grand méchant du film, ce soit quelque chose d'intangible, que tu ne puisses pas arrêter ou réellement tuer dans une scène de baston. Mais bon, on verra bien ce qui se passera dans le prochain Mission Impossible. En tout cas, je trouve qu'une idée est très bonne de mettre l'IA comme méchant. Pour conclure, du coup, j'ai trouvé que le film était vraiment très bon. C'est un film qui est absolument génial. Parce que il se passe plein de choses intéressantes, malgré quelques petits défauts que j'ai pu mettre en avant, mais qui ne gâchent pas spécialement le film. Justement, ça n'empêche pas de passer un bon moment devant le film. Maintenant, reste plus qu'à savoir ce qui va se passer dans la suite. Voilà, je vais pas spoiler au cas où des gens auraient voulu regarder la conclusion.
Mais en fonction de comment se termine le 1, on peut se demander comment se passera le 2. Moi, la seule chose que je rêverais, c'est de voir William Brandt revenir, donc le personnage joué par Jeremy Renner, donc Hawkeye dans Marvel, parce que Jeremy Renner, au bout d'un moment, s'est retrouvé bloqué. C'est qu'on lui a dit, c'est soit tu tournes Mission Impossible 6, soit tu tournes dans un des Avengers, hein, je crois que c'était par rapport à Avengers Infinity War ou Endgame, non, parce qu'il est pas dans Infinity War, donc dans Endgame, on lui dit maintenant t'as le choix, c'est soit tu joues dans l'un, soit tu joues de l'autre, mais tu peux pas jouer dans les deux en même temps. Et du coup, ce qui fait que Jeremy Renner s'est retrouvé à continuer Hawkeye, mais du coup n'a pas pu continuer à jouer dans Mission Impossible. Ce qui est très dommage parce que son perso est hyper intéressant. Euh, et le truc, c'est que là, normalement, Mission Impossible 8 ou Dead Reckoning partie 2 devrait être le grand final de Mission Impossible. Et pour moi, on peut pas faire de grand final sans faire réapparaître les personnages iconiques de la saga. La preuve étant que on a remis Kittredge, qui vient du tout premier film et qui, de mémoire, on n'avait pas revu depuis le premier film. Donc pour moi, il faut que William Brandt revienne. Il faut qu'il revienne. Pour moi, c'est obligé. On peut pas le perdre. On sait que un des personnages principaux est caché quelque part dans un coin. On peut imaginer que l'entité l'ait retrouvé, que William Brandt le sauve et du coup revienne dans l'équipe. Ce serait génial parce que je vois mal le final du film sur un personnage aussi cool que celui de William Brandt. Franchement, ce serait trop bien. Parce que voilà, le perso est vraiment trop cool. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme là, Jeremy Renner n'est plus pris par son rôle au sein de Marvel, ça serait cool qu'il puisse revenir dans le prochain Mission Impossible. Et pourquoi pas avoir une petite alliance voilà, entre Ethan Hunt et Solomon Lane pour pister Gabriel, histoire de revoir une petite scène vite fait avec Solomon Lane puisqu'il n'est pas mort, qu'il est à nouveau en prison. Pourquoi pas avoir une petite scène où ce dernier pourrait aider à retrouver Gabriel avant de retourner en prison, ou pourquoi pas mourir au combat après tout le mal qu'il a fait. Mais tu vois, pareil, Solomon Lane, c'est peut-être le méchant iconique de Mission Impossible, parce que c'est quand même celui qui a duré le plus longtemps, qui a été beaucoup plus intéressant que Gabriel, par exemple. Et ce serait cool de le revoir, même une toute petite scène, un petit caméo, franchement, ce serait trop cool. Bref, ça c'est plus mes rêves, mais pour moi, on peut pas conclure la saga au moins sans revoir William Brandt, mais on verra si ce dernier sera disponible hein, pour les tournages, parce que c'est plus ça les problèmes, c'est la disponibilité du gars. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, enfin non, pas tout de suite. D'abord, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont vu le film ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh ben allez le voir parce qu'il est vraiment très très bon. Du coup, n'hésitez pas non plus à aller checker l'onglet communauté. Et cette fois, je vous souhaite vraiment une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les anakélypsiens.